durant, durant cette table ronde. Et donc, je suis, comme elle l'a dit, hein, je vais aller très rapidement. Donc, je suis spécialiste développement durable dans un cabinet, voilà, ici au Sénégal, qui s'appelle ESS, Environmental and Social Sustainability, qui est un peu dans tout ce qui est service à l'environnement pour des organisations internationales, des compagnies nationales et internationales. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour échanger autour de la RSE, son applicabilité en Afrique. Et donc, nous aurons des cas du Maroc, un cas voilà, du Mali, de la Guinée, du Congo. Donc, c'est vraiment du nord en passant par l'ouest et le centre de l'Afrique. Et nous verrons un peu comment la RSE, ce concept, cette démarche qui est très populaire actuellement, est voilà, mise en œuvre, comment elle est comprise par les entreprises notamment. Et pour cela, nous aurons vraiment l'honneur d'avoir, au cours de cette table ronde, Madame Ilham Arket, donc du Maroc, responsable RSE de la Société Générale au Maroc. Elle est ingénieure de formation. Elle a commencé sa carrière en 98 à l'ONA, donc un holding industriel, en tant qu'auditeur interne. Donc, puis à Unilever Maghreb en tant que contrôleur de gestion, suivi d'une riche expérience à PricewaterhouseCoopers en tant que consultante senior en ingénierie financière. Et donc, en 2005, elle a rejoint la Société Générale au Maroc, donc où elle a passé une dizaine d'années à la direction financière en tant que directrice associée des financements structurés, puis des financements corporate. Elle a ensuite pris la gérance d'une agence multimarché avant de rejoindre la direction commerciale PME. Donc, à partir de novembre 2018, elle occupe le poste de responsable RSE. Donc, bienvenue, Ilham. Nous aurons également sur cette table ronde Monsieur Fumu Dello, qui est actuellement directeur relations clients à MTN Congo, donc qui est détenteur d'un un CX Management et CX Pro Certification des États-Unis, un Master International Scrum, un MBA Global Executive, d'un autre master également en économie et gestion, mention Business Administration de France. Donc, Monsieur Dello a un parcours brillant en entreprise, notamment en matière de stratégie, de management de la supply chain, gestion des achats, relations clients, les études de marché, ainsi que la mise en œuvre de politiques de transformation, expérience client et pilotage de l'innovation. Nous aurons également Dr Ibrahima Souri Diakité, donc de la Guinée, qui a une riche expérience voilà, dans le domaine QHSE. Il est certifié formateur et rédacteur de documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Donc, il est actuellement directeur du centre d'accompagnement et de perfectionnement en santé et sécurité au travail. Il lie avec son métier de consultant des activités de formation, de sensibilisation. Donc, sa mission, c'est vraiment améliorer la qualité de vie des travailleurs par la prévention des risques professionnels sur la santé et la sécurité au travail. Donc, il nous vient de la Guinée-Conakry. Et nous aurons enfin Madame Mignon Bengali, qui est responsable de la direction, responsable de l'entreprise CICF, donc une entreprise basée au Mali. Elle est juriste de banque, consultante, spécialisée en management de la RSE. Et donc, le CICF, c'est le Centre international pour le conseil et la formation au Mali. Donc, elle est détentrice d'un Master 2 en Green Social and Digital Management et un autre Master 2 en communication et gestion des ressources humaines. Elle a également un certificat d'aptitude de coaching, de développement personnel et professionnel. Donc, nous vous remercions vraiment, chers intervenants, chers
panélistes pour votre disponibilité, votre engagement à être avec nous et à échanger avec tous nos participants sur vos expériences, voilà, en matière de RSE dans vos pays respectifs. Sans plus tarder, donc, nos débats vont s'animeront autour des 7 questions centrales, voilà, de la RSE que vous connaissez bien évidemment. Et sans tarder, nous allons passer la parole à Madame Lamarquette de la Société Générale, qui va nous faire une présentation globale vraiment de l'application de la démarche RSE au niveau de la Société Générale Maroc. Merci, Ilamsi, à toi. Merci Ornella, merci Viviane, merci pour cette belle initiative. Ravie d'être parmi vous, ravie de partager mon humble expérience de la RSE au sein de Société Générale Maroc. Sans plus tarder, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que ma présentation est visible? Oui, mais il faudrait la mettre en plein écran. Formidable. C'est fait? C'est visible en plein écran? Oui, c'est parfait. Oui. Parfait. Je sais que je n'ai que 10 minutes et je voudrais partager avec vous beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de passer en revue assez rapidement mon support. Et tout à l'heure, au moment des questions-réponses, si vous voulez que je zoome sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas. Alors, déjà, pour mettre le contexte, l'idée, c'était de voir qu'est-ce que la RSE, qu'est-ce que le développement durable, les ODD. Je sais que toutes les personnes participantes à cette table ronde le savent, mais c'est toujours bien de rappeler que la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est la mise en pratique du développement durable par les entreprises. Pour l'entreprise, la RSE vise à avoir un impact positif sur la société, à respecter l'environnement tout en étant économiquement viable. Il s'agit en fait d'un équilibre qu'elle va construire avec l'aide de ses parties prenantes. C'est des notions importantes de dire que c'est un équilibre, que c'est une co-construction avec des parties prenantes. Donc, cette dimension d'être à l'écoute de toutes les parties prenantes, internes ou externes, est très importante pour rendre le business durable. Les parties prenantes, c'est des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, les actionnaires, la société civile, les acteurs du territoire et j'en passe. Donc, l'entreprise et ses parties prenantes intègrent de façon volontaire ces dimensions en mettant en place des actions et des bonnes pratiques et une démarche globale et profonde. Je dis bien volontaire parce qu'à l'origine, c'est une démarche volontaire. Après, il y a des régulateurs, il y a des organisations qui ont mis en place des exigences réglementaires qui font qu'une entreprise ou une entité qui se veut avoir cette démarche RSE s'aligne à ces exigences réglementaires pour que ça soit cohérent au niveau de toutes les parties prenantes et de toutes les entreprises qui veulent s'y aligner. Mais bien sûr, il y a aussi des engagements volontaires où une entreprise choisit de suivre une initiative internationale ou autre. Je vais vous montrer des exemples. J'aime beaucoup ce schéma parce qu'en réalité, la durabilité réside dans le noyau où il y a l'intersection d'une démarche socialement responsable, d'une démarche économiquement viable et équitable et d'une démarche qui respecte l'environnement. Ce qui fait, pour pouvoir avoir cet état d'esprit économiquement viable, environnementalement respectueux et socialement respectueux, si on a ces trois, c'est là où on arrive à réaliser la durabilité dans notre business. Rapidement, une démarche RSE qui vise la durabilité du développement est une démarche qui essaye de répondre à un ou plusieurs de ces objectifs de développement durable que vous connaissez tous. Alors, pour ce faire, comment on arrive à avoir une démarche structurée au sein de notre entreprise, quelle que soit son activité, qu'elle soit publique, privée, qu'elle soit grande ou de petite taille, quelle que soit l'entité, quand elle décide d'avoir une démarche de développement durable, elle met en place une organisation qui va l'aider à à atteindre cette RSE, cette responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Ce qu'il faut faire, c'est de mener ce qu'on appelle une enquête de matérialité. Cette enquête de matérialité est une enquête où on écoute toutes nos parties prenantes. Donc, on commence par
identifier nos parties prenantes, internes et externes, et on leur présente une multitude d'enjeux et on leur demande de les classer selon leur prisme, selon ce qu'ils attendent eux de cette entreprise. Et donc on s'est prêté au jeu fin 2021, début 2022, et on a mené sur plusieurs mois notre enquête de matérialité. C'est une première au sein de Société Générale Maroc. Au niveau du groupe, le groupe Société Générale a déjà mené sa première enquête de matérialité en 2017. Généralement, c'est une enquête qui permet de mettre en exergue les enjeux prioritaires RSE et qui est valable, je dirais, 3 ans. Récemment, le groupe Société Générale a mis à jour encore une fois son enquête de matérialité. Nous, au niveau de Société Générale Maroc, nous venons de mener notre première enquête de matérialité et ça se présente sous cette forme-là. Les résultats, c'est une matrice où on a au niveau de l'axe des abscisses l'importance pour les parties prenantes internes et au niveau des ordonnées, l'importance pour les parties prenantes externes. Et on positionne nos enjeux selon les coordonnées que nous avons du poids qui est donné par ce sondage, par cette enquête, par les différentes parties prenantes. Et il se trouve qu'on a une dizaine d'enjeux cruciaux qui sont sortis, qui sont les 10 premiers que je vais vous présenter autrement dans un slide prochain, puis des enjeux majeurs et des enjeux importants. En réalité, tous ces enjeux sont importants, mais on choisit d'en prioriser certains pour commencer par le commencement, pour les décliner et les déployer sur le terrain au niveau de tous nos métiers de la banque, que ça soit intégré au niveau des plans d'action de notre banque, à tous les niveaux hiérarchiques et au quotidien, pour que chaque entité, en réalisant son plan d'action, sa feuille de route qui intègre ces enjeux-là, qui ont été choisis, qui ont été étudiés en écoutant nos parties prenantes, qui ont été priorisés, donc en les intégrant dans son plan d'action, en réalisant son activité au quotidien dans le respect de ce plan d'action, elle contribue, cette activité, ce métier-là, contribue au quotidien à participer à un ou à plusieurs de ces enjeux prioritaires de notre banque. Et de ce fait, nous, en tant que banque, en réalisant notre activité de manière macro, on contribue à un ou plusieurs des ODD. C'est ça l'état d'esprit de cette démarche RSE de manière structurée. On l'a fait en menant cette enquête de matérialité. Une autre notion importante, et je vais revenir à ces enjeux prioritaires dans un slide suivant pour montrer comment on concrétise, comment c'est concret sur le terrain, cette enquête de matérialité, comment on arrive à la mettre en place et à la déployer sur le terrain. Ce n'est pas que du théorique, mais c'est une étape structurante importante qui nous permet d'avoir une organisation cohérente de notre démarche pour rendre notre développement durable, notre business durable et pour répondre au mieux et maximiser la réponse aux attentes à toutes les parties prenantes. Une autre notion importante que je voudrais partager avec vous, c'est la raison d'être. Qu'est-ce qu'une raison d'être pour une entreprise? Juste entre parenthèses, au niveau de la France, il y a une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui est récente, d'il y a quelques années, qui donne la possibilité à chaque entreprise d'identifier et de fixer sa raison d'être et ce qui lui permet et cette raison d'être, c'est une quête qui se fait en écoutant toujours nos parties prenantes. Donc, ça se co-construit avec les parties prenantes. Ça peut prendre quelques mois ou 2 ou 3 ans. Et cette raison d'être, elle peut être intégrée dans les statuts, être statutaire, pour laisser aux dirigeants de mener leurs initiatives et leurs actions dans le cadre de cette raison d'être, donc d'avoir une démarche RSE sans avoir à chaque fois à faire appel aux actionnaires pour valider une décision. Donc la raison d'être d'une entreprise désigne la façon dont elle entend jouer un rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. Plusieurs étapes pour la construire. Et là, avec la loi Pacte, quand l'entreprise décide d'intégrer sa raison d'être dans ses statuts, l'entreprise s'appelle une entreprise à mission. Et donc, elle s'assure que sa conduite des affaires est bien conforme aux engagements et objectifs de sa raison d'être. Et ainsi, elle intègre dans ses statuts un objectif d'ordre social, environnemental. Et donc, elle se donne officiellement une mission qui tend vers l'intérêt général. Donc, ce n'est plus qu'une ambition, c'est un statut juridique, une vision d'impact portée par la marque. Donc, c'est quelque chose de très fort. On a plusieurs illustrations
Je vous laisserai chercher sur Internet si vous voulez, Danone, Yves Rocher, Camif, Michelin, PricewaterhouseCoopers et Orange, qui ont identifié leur raison d'être. Qu'elle soit statutaire ou pas, c'est une décision de l'entreprise. Ils ont cette possibilité. Donc nous, en tant que Société Générale Maroc, on fait partie d'un groupe qui a déjà fixé sa raison d'être à travers d'abord une signature qui s'appelle « C'est vous l'avenir ». Et la raison d'être se décline comme suit. Et chaque mot a un sens. C'est construire ensemble avec nos clients. Donc, quand on dit ensemble, c'est toutes les parties prenantes et on met un zoom et une priorisation par rapport à la partie prenante de nos clients. Donc, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières. On est une banque, donc forcément, on donne des solutions financières, mais c'est des solutions qui sont responsables et innovantes. Et chaque mot a un sens. Et je vous invite à voir dans le site internet institutionnel du groupe pour avoir la définition de chaque mot. Donc, on se trouve au sein de Société Générale Maroc à appartenir à un groupe qui a une maturité, qui a des réalisations, que ce soit des engagements volontaires ou des exigences réglementaires européennes auxquelles on s'aligne en tant que filiale du groupe Société Générale, et on se retrouve aussi au sein d'un pays qui a des avancées. Donc, on est à la croisée des chemins, on s'aligne aux exigences réglementaires du Maroc, on s'aligne aux exigences réglementaires du groupe et aux engagements volontaires qu'il a pris et qu'il a publiés, et on a aussi notre propre identité en tant que Société Générale Maroc qui a une ambition et qui a une volonté. Au niveau du Maroc, il y a un cadre législatif qui est en évolution. Depuis 2002, j'en passe, ratification d'une convention de Johannesburg. 2003, la loi de la protection et de la mise en place de l'environnement. 2004, Code du travail. 2005, Initiative nationale pour le développement humain. 2008, mouvement de la normalisation avec la norme sur le système de management des aspects sociaux dans l'entreprise avec 11 conventions de l'Organisation internationale du travail. La participation du Maroc à la préparation de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale. 2011, la création du Centre économique, social et environnemental. 2014, Charte nationale de l'environnement et du développement durable. 2016, stratégie nationale du développement durable, plus la charte de la RSE, plus un label RSE de la CGEM. 2010, la loi pour les énergies renouvelables. 2016, l'inauguration de la centrale Nord 1, dont l'extension en 3 phrases en fait la plus grande du monde. C'est une station de centrale solaire. 2016, l'organisation de la COP22 à Marrakech et l'adhésion de la Bourse de Casablanca à la Sustainable Stock Exchange des Nations Unies. 2016, la feuille de route du secteur financier marocain pour le développement durable. Et tout ça, vous allez le trouver sur Internet si vous êtes intéressé. Et c'est des exemples concrets du déploiement sur le terrain de cette démarche de développement durable sur un plan national. 2019, la stratégie nationale de l'inclusion financière. Et en 2019, l'autorité marocaine des marchés des capitaux a exigé à tout établissement qui fait appel public à l'épargne de publier annuellement un rapport ESG. Et donc, si vous voulez, au niveau du site institutionnel de Société Générale Maroc, vous avez nos rapports depuis ces 3 dernières années, nos rapports détaillés de ESG, de tout ce qu'on fait avec toutes les illustrations. Et enfin, une réglementation qui n'est pas des moindres, qui est très importante, qui structure tout le système bancaire. Tout le système bancaire marocain, c'est notre banque centrale marocaine qui s'appelle Banque Al Maghreb, qui a sorti une directive en mars 2021 où elle exige à la place bancaire à s'aligner à la directive relative à la gestion des risques financiers liés au changement climatique. Tout ça pour dire que nous sommes dans cette dynamique et nous sommes obligés de nous aligner. Et enfin, notre banque centrale a sorti il y a quelques mois une lettre d'orientation, de recommandation forte pour l'aspect genre, que ce soit au niveau ressources humaines, avec des exigences et des niveaux attendus très, très élevés,
en termes d'équité de genre et de diversité et d'inclusion genre, que ce soit au niveau RH, au niveau de nos activités, donc avoir des produits qui vont permettre l'inclusion de la femme entrepreneur ou la femme, qu'elle soit entrepreneur ou dirigeante d'une entreprise ou professionnelle, pour plus d'inclusion de la femme, et enfin un reporting détaillé sur l'aspect genre. Tout ça pour dire que nous sommes dans cette dynamique marocaine. Nous sommes dans une dynamique du groupe où je vous invite à voir le site institutionnel du groupe qui parle depuis 2001 de plusieurs engagements et alignements au principe de l'UNIPEFA et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, avec la participation à cette initiative financière et à l'alignement au principe de ce qu'ils appellent le Principle for Responsible Banking, principe de l'Équateur, les engagements de Katowice, des engagements pour le maritime, le financement du maritime, et l'Hydrogel Council, etc. Et dernièrement, ils sont membres fondateurs et acteurs engagés dans ce qu'ils appellent la Net Zero Banking Alliance de l'UNIPEFI, où la banque s'engage à aligner ses portefeuilles, donc tout ce qu'elle finance pour ses clients, et donc elle participe à ce que les financements et donc l'appui qu'elle donne à l'économie à travers les financements qu'elle donne à ses clients, d'aligner tous ses portefeuilles avec les trajectoires visant la neutralité carbone globale d'ici 2050 et limiter le réchauffement climatique à 1,5. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans cette démarche. Et donc pour Société Générale Maroc, comment ça se décline dans ce contexte-là marocain, groupe et volonté? Notre enquête de maternité a donné lieu à 2 grands axes, être exemplaire en tant qu'entreprise financière, et un axe de co-construire avec les clients un avenir meilleur et durable. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? 5 piliers: gouvernance et éthique, avec 0 concession en termes d'éthique et de gouvernance dans la réalisation de nos activités, ainsi que rajouter la dimension risque de développement durable. Donc, quand on étudie un dossier de crédit, on a des risques financiers, on a des risques de contrepartie, on a des risques de marché, risques de trésorerie, mais on va rajouter maintenant les risques de développement durable, les risques environnementaux et sociaux, et c'est en cours de déploiement. Au niveau du deuxième axe, c'est être employeur responsable. On a des chantiers que nous menons sur la diversité et l'antidiscrimination et égalité hommes-femmes, et bien sûr un cadre de travail positif et de protection sociale. Au niveau de l'autre pilier, le deuxième pilier, nous avons 3 axes: transition énergétique, lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, que ce soit pour compte propre, par la réalisation d'initiatives dans le cadre de nos activités au quotidien, ou dans l'accompagnement de nos clients. Et je vais vous donner des illustrations rapides. Deuxième axe, c'est le développement des territoires, en travaillant sur le financement des projets à impact positif et en contribuant à la croissance des territoires à travers notre fondation Société Générale Maroc. Dernier axe, c'est faire bénéficier nos clients des meilleurs standards. Donc, bien sûr, la confidentialité et la sécurité des données. Nous sommes une banque, nous avons un système d'information qui est très riche en informations relatives à nos clients. Donc, c'est des sujets qui sont très importants. Nous travaillons sur la digitalisation et l'innovation technologique. Ça permet d'avoir plus d'inclusion et d'accompagner nos clients sur la digitalisation, d'avoir moins de déplacements, donc moins de pollution, moins de papier, etc. Et enfin, la confiance et une communication responsable. Tout ça, en déclinant ces enjeux qui sont sortis de notre enquête de matérialité dans les plans d'action de chacun de nos services et nos départements, nous permettons à la banque, dans la réalisation de ses activités, à contribuer à un ou plusieurs de ces ODD qui sont alignés dans ce slide-là. Les illustrations, sans plus tarder, je vais y passer. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors, première grande illustration, nous avons signé un partenariat avec la BERD, la Banque européenne de la reconstruction et du développement, dans laquelle nous avons contracté une ligne financière qu'on redistribue à nos clients. Première ligne qui s'appelle la Green Value Chain en 2019. Son placement est en cours de finalisation avec une quarantaine de clients. Et une deuxième ligne qu'on vient de signer en février 2022 qui s'appelle le GEF 2 à hauteur de 25 millions d'euros.
La différence entre la première ligne et la deuxième ligne, c'est que la première ligne était dédiée à la PME, au tissu économique de la petite et moyenne entreprise. Il vise l'efficacité énergétique, que cette entreprise soit dans une chaîne de valeur avec une bonne compétitivité à l'export. La deuxième ligne qu'on vient de signer, elle s'ouvre en plus de la PME à la grande entreprise, aux particuliers et à des bâtiments industriels qui ont cette certification environnementale. Qu'est-ce que cette ligne nous permet de faire? Elle permet de donner des financements flexibles, que ce soit des crédits à moyen ou long terme ou des crédits de leasing, avec une assistante technique donnée par des consultants de la Bird gratuitement par la Bird, que nous, on met à la disposition de nos clients pour les aider à avoir les meilleurs choix de leurs projets industriels et les meilleurs choix d'investissement pour avoir une bonne efficacité énergétique, baisser leur facture énergétique, baisser leur facture de l'eau et une meilleure gestion des déchets. Et une fois que le financement est débloqué et que l'investissement est réalisé, ces consultants vérifient que ça a été fait à bon escient. La Bird donne une subvention de 10% du financement à travers nous à ce client. Donc, nous, en réalité, on ne gagne rien à part que on acculture, que ce soit en interne, nos collègues, nos collaborateurs, et on acculture nos clients et on les invite, on contribue à ce que leur financement et leur investissement soient plus verts. Une autre initiative, notre société de gestion, de capital gestion, SOG Capital Gestion, a signé les principes d'investissement responsable, Principle for Responsible Investment, de l'UNEPFI, et ça leur avec cette signature et cet engagement, ils s'engagent à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein de leur choix d'investissement. Nous sommes en train de mener la mise en place progressive d'un dispositif d'évaluation des risques environnementaux et sociaux pour intégrer ces critères-là et ces risques-là au niveau de nos choix d'investissement. Vous avez tout ça au niveau du site institutionnel du groupe Société Générale, avec des politiques sectorielles, avec des listes d'exclusion ou des activités interdites pour rester environnementalement et socialement responsables. Nous ne finançons pas n'importe quoi. Nous avons de la responsabilité par rapport à nos financements. La Fondation Société Générale qui mène du mécénat solidaire à impact social, du mécénat avec l'implication des collaborateurs, mécénat de compétences ou du mécénat culturel avec des guidelines du groupe. Une autre illustration en tant qu'employeur responsable, nous avons mené l'année dernière un premier programme qui va se reconduire cette année aussi, un programme de mentoring qui était dédié pour sa première expérience aux femmes. Et ça a aidé plusieurs femmes à s'élever et à sortir leur potentiel dont ils disposent, mais juste qu'avec les biais que nous avons, les biais sociétaux, les croyances limitantes, elles sont arrivées à se réaliser, à avoir des évolutions de carrière qui n'étaient pas promises au niveau de ce programme. Mais c'est juste, cet accompagnement leur a permis de se réaliser. C'était vraiment une très, très belle aventure. Nous avons signé 15 engagements avec notre directoire, nos membres du directoire, nos directeurs généraux, où ils s'engagent à faire respecter et faire décliner au niveau de tout le management 15 engagements qui permettent l'équilibre de temps de vie. Par exemple, à partir d'une certaine heure, à partir de 18 heures, on ne fait plus de réunions, on n'envoie plus de mails et j'en passe. Enfin, une dernière illustration, c'est en tant qu'acteur environnemental propre. Nous avons par exemple une agence qui est dotée de panneaux photovoltaïques au niveau d'une ville qui est très ensoleillée, qui s'appelle Ouarzazate. Et ça nous permet d'avoir une énergie propre qui alimente toute cette agence. Nous avons une agence qu'on appelle l'agence mobile qui va dans des endroits reculés, donc beaucoup plus d'inclusion, là où il n'y a pas d'agence physique. Elle va pour accompagner les clients pour leur ouverture de compte et leur demande de crédit et leur demande de financement. C'est une agence qui est dotée de panneaux solaires, elle aussi, donc auto-alimentée en énergie propre. Et c'est une agence qui a un accès avec un escalier élevateur pour les personnes handicapées, donc encore plus d'inclusion. Tout ça pour donner des illustrations, pour dire que tout le monde, quelle que soit son activité, peut réaliser une activité durable qui tient compte de toutes ces parties prenantes. Je vais m'arrêter là pour dire que la RSE, c'est l'affaire de tous. Pour embarquer tout le monde, on a mis en place une gouvernance RSE où on a
nommer au sein de chacune des activités et des métiers un référent RSE qui est notre interlocuteur. On a mis en place une comitologie et on essaye d'accompagner, d'acculturer tout le monde pour asseoir ce mindset de RSE au sein des activités avec un plan d'action, avec un suivi. C'est pas facile. Tout le monde a la tête dans le guidon, mais justement, pour mener ce challenge, il faut être tenace, il faut y croire, il faut embarquer le maximum de personnes et on y arrive tous avec l'implication de tous les métiers. Voilà, je vais m'arrêter là parce que on peut rester à parler très longtemps. Il faut quand même qu'on laisse l'occasion aux autres de présenter leurs initiatives et leurs démarches. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous poser des questions. Merci infiniment. Il a vraiment une très brillante présentation. Donc, nous allons passer très rapidement à Monsieur Delo, qui nous présentera aussi l'application de la RSE au niveau de MTN Congo, notamment la relation entreprise-consommateur. Monsieur Delo, c'est à vous. Allô, bonjour. Bonjour, vous me recevez? Oui, parfaitement. J'essaie de mettre ma caméra. Ok, super. Voilà. Bonjour encore une fois et je suis très ravi et très heureux d'être parmi vous pour ce forum. Et aussi, je vous remercie encore une fois de cette invitation, qui de mon côté n'a pas spécialement failli se tenir parce que bon, au dernier moment, j'étais en train de parler avec Viviane tout à l'heure. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à me libérer en fait pour participer avec vous. Et si vous voulez, en fait, moi, ce sur quoi je souhaiterais intervenir, c'est principalement de façon globale et pas de façon spécifique par rapport à la RSE, comment ça se traduit au sein de MTN, mais de façon, on va dire générale, comment ça se traduit au niveau des entreprises de la place, surtout des multinationales. Je pense qu'on a eu aussi un bon visuel de la façon dont ça se structure au sein des entreprises avec la présentation qui a été faite du côté du Maroc. Et je pense que les trois quarts des entreprises ou des industries dans le secteur au niveau du Congo-Brazzaville ont exactement la même démarche. Le sujet sur la RSE, comme ça a été expliqué au début, on le voit bien que c'est de plus en plus d'actualité. La démarche RSE est un nouveau défi auquel les entreprises sont de plus en plus confrontées. Et cette démarche s'appuie, on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, sur la notion de partie prenante et notamment sur la relation entretenue par l'une des parties prenantes qui est très, très, très importante ici. En l'occurrence, c'est le client, le consommateur, qui est au centre de toutes les attentions au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, et de plus en plus, et plus que jamais, l'entreprise doit prendre en compte les attentes et les envies de ses clients de plus en plus exigeants en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Il y a de plus en plus de communication dans ce sens et l'intérêt est complètement grandissant, non seulement du côté des consommateurs, mais les entreprises doivent de plus en plus faire attention à ce principe qui est très, très, très important et qui est même aussi un signe de qualité de la part de certains consommateurs. Avoir des relations très fortes, durables, transparentes et étroites avec ses clients est de plus en plus une priorité pour les entreprises. S'engager avec ses clients dans une relation de confiance, mettant en avant des valeurs communes et J'ai suggéré de participer à cette séance de formation qui sera. Bonjour tout le monde.
Il y a juste eu un petit souci. Donc, le temps que Monsieur Dello puisse réouvrir son micro et sa caméra. Allô? Oui, là, Ah, c'est c'est vrai, en fait. formidable. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. Il y a eu C'est pas de mon juste côté, un petit moi? bug. Oui, il y a eu un petit Ah, bug. Vous pouvez continuer. Merci. OK. Je crois qu'on l'a encore perdu. De son environnement. La RSE est véritablement un atout stratégique pour les entreprises qui désirent séduire les consommateurs d'aujourd'hui. L'engagement RSE permet notamment on va dire, de multiplier sa visibilité, de la customiser même, parce que c'est un élément qui est considérable, même au niveau marketing. S'engager dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises est ce que l'on peut dire, si vous voulez, un pari qui paye toujours. Et ça l'a été encore démontré, je pense, dans l'exemple qui a été très illustré du côté de la Société Générale au Maroc. La responsabilité sociétale des entreprises est définie ici comme, on l'a encore dit, si vous voulez, l'intégration, mais il faut que ça se fasse de manière volontaire aussi, hein, par les entreprises, des préoccupations sociales et environnementales et leurs activités, parce que c'est vraiment à l'intérieur qu'il faudrait absolument qu'ils l'intègrent et leurs relations avec les différentes parties prenantes. Et vous l'aurez compris dans les démonstrations qui ont été faites sur les premières présentations, les parties prenantes sont très, 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 très nombreuses. Et là, en l'occurrence, nous, on va se focaliser principalement sur le consommateur, qui est un pilier principal pour les entreprises. Si vous voulez, pour encore mieux illustrer, la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable est un élément très important. Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant naturellement économiquement viable, parce que c'est étroitement lié aussi. Donc, pour mieux cerner, comme on l'a segmenté tout à l'heure, pour ceux qui l'ont suivi, si vous prenez par exemple le pilier économique, si je prends l'exemple de MTN Congo ou même de l'industrie de la banque, eh ben, dans ce cas-là, en fait, mettre en place des tarifications complètement équitables et transparentes est un élément qui contribue dans le pilier économique au niveau de la RSE. Soutenir les fournisseurs locaux. Quand on est une multinationale implantée dans un pays, c'est très, très fort justement de faire tourner le business local en soutenant en fait les différents fournisseurs locaux, être transparent auprès des investisseurs, naturellement, par le biais des processus d'audit, c'est aussi très important, satisfaire les consommateurs. On a parlé tout à l'heure de la satisfaction des consommateurs qui passe par plusieurs mécanismes, faire en sorte que les consommateurs soient non seulement satisfaits, mais élever aussi leur niveau de satisfaction afin que ces consommateurs vous recommandent de plus en plus, et aussi un élément qui est intégré aussi dans la RSE au niveau économique. Au niveau social, sur le pilier social, améliorer l'égalité des chances et la diversité. De plus en plus, on en parle. Moi, j'ai par exemple, si vous voulez, au niveau de TN Congo, j'ai en charge la gestion de tous les points de contact, les différentes interactions que nos clients ont au niveau de nos points de contact. Les points de contact ici, on peut identifier par exemple les agences, on peut identifier les interactions qui sont faites au niveau de la hotline via un call center. On peut identifier les interactions qui sont faites au niveau de ce que nous appelons, si vous voulez, du digital assisted channel, quand vous avez la possibilité, par exemple, d'interagir avec l'enseigne au travers de WhatsApp ou de Facebook. Eh bien, et je peux même dire, si vous voulez, que il y a 10 ans en arrière, on n'était pas spécialement aussi ancré sur la RSE, mais sur les 5 dernières années, on a fait un effort considérable en intégrant justement cette diversité au niveau des équipes
au sein du service à la clientèle et qui sont de divers horizons. Et c'est un élément en plus, et c'est très, très, très bien perçu aussi par les consommateurs qui viennent nous visiter. Garantir la sécurité au travail, on en a parlé tout à l'heure, le respect des droits des travailleurs, c'est un élément important. Au niveau du pilier environnemental, mais naturellement, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est consommer des énergies de matière de manière à ce qu'on soit responsable. Vraiment, il faut faire attention à ça. Nous, au niveau de MTN Congo, on emploie pour alimenter un certain nombre de, si vous voulez, de sites qui permettent justement de déployer le réseau auprès des différents consommateurs. Il y a des énergies alternatives qu'on utilise, mais notre responsabilité, c'est de nous assurer aussi, naturellement, de bien les gérer le moment opportun et surtout de limiter les déchets, en fait, qui sont utilisés par ces énergies alternatives. Et on sait très bien qu'elles peuvent polluer quand elles ne sont pas utilisées à bon escient. Donc, naturellement, une démarche RSE c'est vraiment une démarche et une stratégie d'entreprise qui vise aussi à améliorer les aspects dont on a parlé à l'instant. Un autre point qui est très important à noter en termes de consommation, quand on fait par exemple des sondages, parce que nous au sein de MTN Congo, on est aussi en charge principalement le secteur d'activité que j'ai l'honneur de gérer au niveau de MTN Congo. On fait ce que nous appelons, si vous voulez, des audits de satisfaction. Si vous voulez, à chaque fois qu'un consommateur, naturellement, ça passe par un échantillon, hein, à chaque fois qu'un consommateur interagit dans nos points de contact, il est systématiquement rappelé pour nous assurer en fait de la qualité des prestations qui sont mises à disposition de lui lors de ces interactions. Et de façon résumée, 9 sondés sur 10 attendent des enseignes, des entreprises qu'elles s'engagent réellement au niveau de la RSE et non seulement s'engager, mais que les consommateurs souhaitent aussi que les enseignes les aident justement à mieux consommer un certain nombre de produits et services qu'on met à disposition de ces consommateurs. Donc, vous l'aurez compris, il est de nos jours très important d'intégrer des activités de RSE à la stratégie de votre entreprise, quelle qu'elle soit. Hein, c'est pas spécialement lié à une taille quelconque, c'est pas spécialement lié, je dirais, au côté juridique en fait de la forme de l'entreprise. Au niveau du Congo-Brazzaville, par exemple, des grandes entreprises dans l'industrie de la banque, de la grande distribution comme Casino, du pétrole, du bois, des transports, des telcos, pour ne pas la citer MTN, mais investissent de plus en plus sur des initiatives qui sont destinées aux employés et notamment dans des activités de formation et de sécurité. Et ces éléments contribuent justement aussi à la RSE. Ces entreprises offrent également des programmes d'employés bénévoles aux communautés qui bénéficient d'une large publicité dans des collectivités locales et retiennent positivement l'attention des consommateurs. Les consommateurs sont très, très attentifs à ce type d'activité. De plus, ces initiatives favorisent le sentiment de fierté, non seulement des employés qui y travaillent vis-à-vis de l'entreprise, ce qui contribue aussi à améliorer la satisfaction des clients et à améliorer aussi de façon intrinsèque et même sur du long terme, hein, parce qu'on est en train de parler de pérenniser ces activités, améliorer la valeur de ces entreprises dans l'environnement du marché où ils sont. Et ces éléments sont très importants. Très important aussi que dans les entreprises qui offrent, je pense qu'on a un petit peu parlé de ça lors de la première présentation de la Société Générale Maroc, qui offrent des produits innovateurs et de qualité élevée. L'activité de RSE améliore la satisfaction de la clientèle et accroissent naturellement les rendements financiers. Les activités de RSE associées à des produits innovateurs et de bonne qualité assurent, comme on l'a dit tout à l'heure, l'attachement des consommateurs et au final, parce que bon, c'est ce que l'on souhaite pour les entreprises, une fidélité sans faille des consommateurs. Avoir des relations durables et étroites avec ses clients est une priorité pour une entreprise, acteur de performance complètement fondamental. Au Congo-Brazzaville, comme naturellement ailleurs, les entreprises travaillent de plus en plus avec si vous voulez, un autre élément de cette partie qui sont aussi des associations de consommateurs,
Donc, il y a une très forte collaboration avec les associations de consommateurs et ça permet justement de garder l'entreprise focus et au final, le consommateur au centre de toutes les attentions des entreprises. Donc, vous l'aurez compris, encore une fois, la RSE est de plus en plus intégrée dans les stratégies d'entreprise, au sein du groupe MTN et au sein des différentes filiales du groupe MTN. Les consommateurs sont de plus en plus inscrits comme des acteurs de la définition de la responsabilité sociale des entreprises. Et ça, c'est vraiment une autre facette, si vous voulez, et ça responsabilise naturellement les entreprises. Les entreprises les considèrent désormais comme une réelle partie prenante qu'il convient non seulement d'informer, mais aller au-delà de l'information et surtout de protéger aussi ces consommateurs. Si vous voulez, ça se traduit comme une réelle mission de la part des entreprises. Le consommateur associe la RSE à l'idée d'une responsabilité à l'égard de l'environnement qui doit être respectée par les entreprises. Donc, si vous voulez, pour finir sur ce volet entre la RSE, les consommateurs, une entreprise responsable est plus qu'attractive au sein de son écosystème et surtout aux yeux des clients et de ses prospects. Si vous manifestez justement un désintéressement pour la RSE, ça se traduit par, si vous voulez, une non-fidélisation de la part des clients, de plus en plus informés et sensibilisés. Et c'est ça la particularité. Le public favorise aujourd'hui les entreprises qui respectent les valeurs environnementales et sociales. Une démarche engagée en matière de RSE peut donc avoir un impact direct, mais alors là, complètement direct, sur les résultats de l'entreprise. Et c'est réellement un plus dont on ne peut se passer de nos jours. Donc, voilà ce que je voudrais rajouter justement à ce sujet qui passionne de plus en plus et qui est indispensable pour l'avenir des différentes parties prenantes qui ont été signées et qui ont été citées ici. Et surtout, nous, du côté de l'enseigne, très, très, très important, en fait, pour nos consommateurs. Merci beaucoup, Monsieur Dello, pour votre brillante présentation et vraiment par rapport à ce qui se passe à MTN et ce qui se passe au Congo, généralement, au niveau des grandes entreprises notamment. Donc, avant de passer à une section questions-réponses, donc, j'aurais une question pour vous et une question pour Madame Arquette, avant de vous faire part des questions des participants. Donc, nous prions tous les participants d'écrire leurs questions dans la chat box afin que nous puissions vous les présenter. Donc, pour Madame Arquette, donc nous avons vu bien effectivement toutes les actions très riches menées par le groupe Société Générale, donc au Maroc. Nous aurions quand même une question relative au climat. Il est vraiment très, très, très commun actuellement de parler de climat, de changement climatique, de voir un peu comment les entreprises vraiment s'engagent vraiment à réduire ou à adapter ou à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, toute la stratégie carbone derrière. Et on sait que vraiment c'est un pilier de la RSE, c'est l'environnement, c'est la protection de notre environnement. Et donc, que fait concrètement le groupe Société Générale en matière de stratégie carbone, bas carbone, en matière de mitigation au changement climatique? Merci. Merci Ornella pour cette question. Alors, si tu permets, je vais parler d'exemples ou d'actions qui sont menées par Société Générale Maroc. Au niveau du groupe, il y a plusieurs actions et vraiment, je vous invite à voir le site institutionnel du groupe où il y a une multitude d'actions et d'engagements qui sont concrets. Par exemple, ils se fixent des montants clairs sur lesquels ils s'engagent à un certain horizon en termes de financement vert, en termes de green bonds. Ils sont dans la Net Zero Alliance où ils s'engagent
s'engage à ce que l'empreinte carbone, le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5 degrés Celsius d'ici 2050, et ceci à travers les portefeuilles qu'il finance, et j'en passe. Au niveau de Société Générale Maroc, donc, comme dans le cas du contexte qu'on a cité tout à l'heure, que ce soit le contexte réglementaire marocain, le contexte réglementaire ou volontaire du groupe et l'ambition volontaire intrinsèque de Société Générale Maroc, la première des choses pour cette décarbonisation, c'est de mettre en place ce dispositif de gestion des risques environnementaux et sociaux. Et concrètement, c'est quoi? C'est un process, une procédure qui intègre toutes les parties prenantes du circuit d'octroi d'un crédit, d'un financement à une entreprise, qui tient compte de plusieurs critères pour donner l'accord à ce financement ou pas, ou conditionné. On y rajoute maintenant des critères environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que pour l'entrée en relation avec un client, ou pour le renouvellement de son dossier, ou pour l'accord d'un crédit, on va voir si il ne fait pas partie des politiques sectorielles qui sont déjà spécifiées par le groupe Société Générale. Si c'est le cas, il faut que ce financement ou ce projet qu'on finance soit aligné avec ce qui est exigé dans le cadre de ces politiques sectorielles, que ce soit le politique sectoriel pour le charbon, les mines, l'agriculture, la biodiversité, l'armement, etc. C'est des choses qui sont très claires et très drivées par le groupe, et qui répondent à l'exigence de notre Banque centrale marocaine. Ça, c'est dans le cadre de la gestion de nos activités. Une autre manière aussi de décarboner nos portefeuilles, c'est le monitoring de nos portefeuilles. Nous avons des portefeuilles clients et des crédits qui sont accordés dans des secteurs d'activité. Abstraction faite de la démarche que je viens de citer, qui est de top-down, qui est plutôt bottom-up, un crédit, une demande de crédit qui arrive, et on l'étudie en tenant compte des critères environnementaux et sociaux. Nous menons aussi un travail pour mettre en place ce qu'on appelle des stress tests et une gestion de nos portefeuilles. C'est en cours, ça demande beaucoup de choses. Ça demande un alignement à ce qu'on appelle le guide du NGFS. Le NGFS, c'est le groupement des banques centrales internationales qui ont mis en place des guides et des méthodologies pour gérer nos portefeuilles, ainsi que ce qu'on appelle la TCFD, c'est la Task Force TCFD on Financial Disclosure Yes, oui, c'est ça. Climate. Voilà. Donc, en fait, c'est des normes et des méthodologies internationales qui proposent à la banque d'étudier ses portefeuilles pour que on va aller vers les activités qui sont les plus polluantes, et on va faire en sorte à ce qu'on diminue notre exposition, et donc on va plus donner des financements à ces secteurs d'activité comme le charbon par exemple, avec un engagement de sortie dans le groupe Société Générale en France en 2030 et dans les pays hors OCDE d'ici 2045. Donc on ne financera plus le charbon, et tous les financements qu'on a maintenant, on fait en sorte d'accompagner le client pour sortir de ces financements. Donc on fait en sorte à ce que nos clients, les plus pollueurs, vont être obligés de réajuster leur activité et d'avoir une activité plus propre. Et en termes de décarbonisation, on a aussi nos activités en propre, tout ce qui est agence, tout ce qui est sobriété numérique, tout ce qui est utilisation de moins de papier, et j'en passe dans nos activités au quotidien. C'est comme ça que Société Générale Maroc mène sa démarche de décarbonisation. Merci beaucoup, merci. Et donc, nous avons deux questions en plus venant des participants. La première, quelles sont vos perspectives avec le Fonds vert pour le climat, auprès de qui certaines banques sont accréditées pour bénéficier de leur accompagnement? Et la deuxième question, c'est comment sont financées les actions de la Fondation? Voilà. Parfait. Alors, pour le Fonds vert pour le climat, oui, effectivement, plusieurs banques, même de la place marocaine, sont accréditées. Pour l'instant, nous n'avons pas choisi de se faire accréditer pour plusieurs raisons. Maintenant, notre manière de travailler au niveau de Société Générale en général et de Société Générale Maroc, c'est de choisir nos batailles, d'y travailler et de communiquer par la preuve. Donc,
on a une démarche structurée, on y arrive. Et pour cette partie d'accréditation, on a fait le choix pour l'instant de ne pas le faire. Maintenant, par exemple, pour la ligne dont j'ai parlé tout à l'heure, la ligne de financement qu'on s'est fait octroyer auprès de la BIRD, les deux lignes, la ligne GVC Green Value Chain et la ligne GEF2, c'est des lignes qui sont en réalité avec la BIRD soutenues par notamment le Fonds vert pour le climat, qui lui donne la subvention à la BIRD, qui elle la remet à la banque pour que nous on la remet à nos clients qui ont bénéficié de ces financements sous, bien sûr, certains critères d'éligibilité. Donc, notre lien avec le Fonds vert pour le climat se fait de cette manière-là à ce jour. Concernant la fondation, notre fondation Société Générale Maroc est financée par la banque. C'est des budgets de la banque. Quand une institution décide d'avoir une démarche RSE, elle décide, comme elle décide de mettre un budget pour le marketing, pour le lancement de certains produits, pour la digitalisation, elle décide de mettre un budget au niveau de la fondation et qui est suivi, bien entendu, avec des critères d'éligibilité des associations qui bénéficient de ces soutiens-là, avec un suivi bien précis. Nous ne sommes pas là pour faire de la charité, nous sommes là pour accompagner des associations dans le cadre de projets structurants et de projets qu'ils mènent pour accompagner la société civile et les territoires à être plus autonomes. On a des guidelines précis comme l'inclusion par le sport, par l'éducation, l'insertion professionnelle, l'accompagnement des femmes et j'en passe. Donc, c'est des guidelines qui sont précis et les budgets, c'est des budgets qui sont donnés par la banque, qui sont décidés par la banque. Merci infiniment pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Donc, nous allons passer à M. Dello. Donc, Monsieur Dello, la question que je souhaiterais vous poser, c'est que vous avez dit durant votre présentation que durant ces dernières années, voilà, la mise en œuvre de la démarche RSE s'est accentuée au niveau de MTN et globalement dans l'environnement congolais auprès des entreprises. La question est celle de savoir, est-ce qu'il y a un cadre légal incitatif qui vous a vraiment entraîné à mettre en œuvre ou à accélérer la mise en œuvre de la RSE? Existe-t-il un cadre légal en matière de durabilité, de RSE notamment? Monsieur Dello, vous nous entendez? Je pense qu'on a perdu Monsieur Dello. On est là, oui. Je pense qu'il a dû être déconnecté. Là, il se reconnecte. Je pense qu'il faudrait que tu répètes ta question. D'accord. Donc, Monsieur Dello, oui, désolé. je pense que... on a été coupé tout à l'heure. Super. Donc, je disais que je vous passe le micro. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il existe actuellement au Congo un cadre légal incitatif en matière de RSE? Parce que dans vos propos de présentation, vous avez dit que durant ces 5 dernières années, vraiment, vous vous êtes plus impliqué dans des démarches de responsabilité sociétale. Donc, c'est pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui vous y a poussé de manière légale au niveau du Congo-Brazzaville. Oui, bien sûr. Je vais essayer d'activer ma... OK. Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, bien sûr. J'étais en train de dire par rapport à l'intervention de tout à l'heure. Si vous voulez, nous, on est... je pense que tout le monde sait un petit peu comment fonctionnent les télécoms. On est sur des technologies qui sont alimentées en fait à travers tout le pays via des énergies qui devraient normalement de l'électricité, mais il y a principalement des énergies alternatives qu'on utilise, comme par exemple le gasoil. Et les 3/4 des sites que nous utilisons en termes de GSM sont principalement alimentés par ce type d'énergie. L'objectif au sein du groupe MTN, c'est vraiment d'aller de plus en plus sur des énergies décarbonisées, des énergies avec du solaire sur les 3/4 de la majorité de nos sites. Et c'est aussi une impulsion, en fait, en termes de réglementation
que nous avons au niveau du pays. Après, nous, on est très, très, très attentif justement à la RSE. Il y a une forte impulsion, en fait, comme je l'ai dit lors de mon propos au début, du groupe MTN, de non seulement faire du business, mais aussi de faire le business de parce que les communautés reçoivent en retour un certain nombre d'éléments, justement, de travailler à partir des énergies complètement renouvelées, en fait, comme le solaire. Ah, d'accord, merci beaucoup. Mais est-ce que le Congo, en tant qu'État, dans le cadre législatif du Congo, il existe voilà, une loi, un décret en matière de RSE qui oblige les entreprises ou bien qui engage les entreprises dans cette démarche-là? Je pense qu'il y a des directives en fait qui sont impulsées par le ministère de l'Environnement dans ce sens. Après, on pourrait éventuellement partager si vous voulez, les textes qui régissent en fait ce cas. Effectivement, il y a des directives au niveau du ministère de l'Environnement dans ce sens-là. Tout à fait. Ce qui fait, par exemple, euh, si vous prenez des industries comme les télécoms, pour tous ceux qui utilisent des énergies alternatives comme des gasoil, eh ben, pour tout ce qui est renouvellement, il y a toute une procédure à suivre pour ces déchets-là, et c'est systématiquement encadré en fait avec les structures du ministère de l'Environnement. Sans ces structures, vous ne pouvez pas spécialement gérer ces déchets-là. Donc, merci beaucoup. L'une des questions, bon, il y a deux questions, voilà, de participants. La première question, est-ce qu'une enquête de matérialité a déjà été réalisée au niveau de MTN? Au sein du groupe MTN, tout à fait. Tout à Oui, fait. au niveau de MTN Congo, donc avec Non, au sein du groupe, vous savez comment fonctionnent les multinationales en général. Il y a une activité en fait groupée justement de réduire les différents coûts dans ce sens-là. Donc, ces initiatives sont faites directement par le groupe, ce qui permet en fait de cascader les différents plans d'action par rapport à cette matrice au sein des filiales du groupe MTN. D'accord, là, donc la deuxième question est comment évaluez-vous en pourcentage vraiment les piliers environnement, social et gouvernance, environnement, social et économique du groupe MTN en République du Congo? Donc, je reprends la question. Comment évaluez-vous en pourcentage les piliers environnement, social et économique, donc les piliers du développement durable au niveau de MTN au Congo et de façon générale le groupe MTN en Afrique? Bon, je ne pourrais pas vous donner des éléments pour le groupe. Moi, je vous inviterai aussi à regarder sur le site du groupe MTN, où vous aurez des éléments de façon globale. Je vous ai dit, l'objectif du groupe de façon globale, c'est d'arriver à un niveau de satisfaction autour de 35 à 40%. Et ça, c'est ce sur quoi, en fait, de façon générale, toutes les filiales s'emploient justement à transformer et décarboniser un certain nombre de leurs pratiques afin justement d'arriver à des énergies beaucoup plus safe pour l'environnement dans lequel ces entreprises évoluent. On n'est pas spécialement encore aligné, mais je vous l'ai dit, hein, on est parti sur les 5 dernières années justement à changer notre business model et ça prend énormément de temps à restructurer tout ça. Mais notre objectif, c'est vraiment d'être à 40%. Merci infiniment, Monsieur Delo. Merci aussi, Madame Arquette, vraiment pour vos brillantes présentations et puis vos feedbacks très riches par rapport à toutes les questions que nous vous avons posées après vos interventions. Donc, nous allons passer voilà, à la deuxième phase de notre table ronde en invitant très aimablement Dr Diakité à prendre la parole et à voilà, nous parler de la pratique de la santé et de la sécurité en Afrique, donc le cas de la Guinée-Conakry. Donc, Monsieur Diakité, c'est à vous. Vous êtes là, Monsieur Diakité?
Viviane, Alors, j'ai l'impression qu'il vient de se déconnecter. Je pense qu'il a peut-être eu un souci. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller sur l'intervention de Madame Mignon. Formidable. Donc, en attendant que Monsieur Diakité se reconnecte, donc nous allons passer à l'intervention de Madame Mignon sur aussi l'application de la RSE, notamment avec un focus sur les questions de gouvernance et de communauté locale et développement local, comment cela est mis en pratique au Mali, principalement par les entreprises, mais également par les collectivités locales. Ah, Monsieur Diakité est là. Effectivement, il est là. Je pense qu'on peut... il peut me présenter. Je suis là. D'accord. Monsieur Diakité, c'est à vous. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je suis très ravi d'intervenir sur ce plateau lors de cette table ronde. Et moi, je suis Dr Diakité, comme annoncé au départ. Je suis formateur de référence santé sécurité au travail, également médecin. Je dirige le centre de formation et de compétences SIS Santé Sécurité et nous accompagnons les entreprises chiléennes sur toutes les questions liées à la santé et à la sécurité au travail. Donc, je vais parler un peu de la santé sécurité, mais en m'accentuant beaucoup plus sur l'aspect RSE, mais surtout sur les pratiques en République de Guinée. En fait, je vais aller avec des cas un peu spécifiques et un peu tristes que nous avons enregistrés tout récemment. À partir de ces cas, nous allons ensemble faire l'extrapolation nécessaire. En fait, tout récemment, dans une entreprise, je vais faire le nom, c'est une industrie. Donc, il y a eu un travailleur qui est monté au toit. Donc, excusez-moi, Monsieur Diakité, on vous entend de loin. Si peut-être, on vous entend faiblement. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Oui, on vous entend mieux. Merci. Voilà, je disais, je vais aller d'un cas pratique. C'est un salarié d'une entreprise qui est monté. D'accord? Quand il est monté, il n'a pas reçu les équipements qu'il fallait, il n'a pas reçu la formation qu'il fallait, la formation intitulée Travail en hauteur. Donc, du soir, il est tombé et il a d'abord eu une commotion cérébrale et puis après, il s'en est pas sorti, il est décédé. Donc, ses collaborateurs qui étaient là avaient déjà signalé un cas antérieurement survenu, mais celui-ci n'a pas été pris en compte. Donc, c'était le deuxième cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les salariés de l'entreprise ont décidé de bouger le travail. En boudant le travail, également de lancer un mouvement de grève. Et vous voyez, chose qui était à l'interne de l'entreprise n'a pas pu être canalisée à l'interne. Et donc, ça a pris les défis et les médias se sont emparés de la situation. Et donc, l'entreprise qui était là, le directeur général a été appelé par les médias pour qu'il puisse répondre à quelques questions. Mais malheureusement, pour ce directeur, il a refusé d'intervenir, il a refusé de donner sa version des faits. Et vous savez, et là, les journalistes ont commencé à dire que le directeur général de l'entreprise n'accorde aucune valeur à lui. Et de là, ça a pris un tollé. Le ministère était obligé de sortir pour d'abord, dans un premier temps, empêcher l'entreprise de fonctionner, d'arrêter toutes les activités dans l'entreprise en question. Et les travailleurs qui étaient là ont décidé de ne plus reprendre le travail tant qu'il n'y aura pas prise en compte de leurs conditions, mais également la famille de cette victime a décidé également de se joindre aux manifestations parce que par après, c'est devenu des manifestations, la gendarmerie a intervenu. Donc tout cela est venu impacter l'image de l'entreprise. D'accord? Ce vent-là est venu impacter l'image de l'entreprise pour une seule et unique raison, parce que la RSE n'était pas appliquée. Moi, je le dis souvent, quand on parle de RSE,
il faut revoir les droits humains. Beaucoup d'entreprises pensent que la RSE, c'est simplement revenir reverser quelques bénéfices obtenus à la population locale ou à construire une école. Non, la RSE commence à l'interne. Lorsque les travaux à l'interne sont pris en charge, lorsque les conditions de travail sont respectées, là commence la RSE. Donc, de l'exemple là, nous voyons ensemble l'intérêt, le pilier que joue la santé et sécurité au travail dans le cadre de la RSE. Donc, nous, ici, à République des Guinée, le travail que nous sommes en train de mener, c'est un travail de communication et de sensibilisation auprès des entreprises. Et nos cibles, c'est généralement les entreprises minières, parce que c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes, c'est là où il y a beaucoup plus d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Donc, à travers ce cas, peut-être vous qui êtes en train de m'écouter, vous aurez des questions à poser. Et donc, finalement, l'entreprise n'a pas pu gérer à l'interne ce qui était là, et les journalistes se sont emparés. Et jusque-là, l'entreprise a du mal à émerger parce qu'ils étaient obligés de fermer d'abord certaines boutiques parce que les clients ont décidé de ne plus s'approvisionner chez eux. Parce que ce qui se passe, les clients sont devenus tellement informés de la RSE, parfois même plus informés que les entreprises. Donc, si vous ne faites rien en termes de RSE, voilà, ça va impacter le bon fonctionnement. Donc, ça, c'était le premier cas que je voulais partager, c'est un cas négatif. Maintenant, je vais aller avec un cas positif. C'est une entreprise de construction, BTP, d'accord, ECOA. Donc, cette entreprise a décidé de se lancer sur la question RSE. Donc, ils ont contacté un consultant qui les accompagnait. Nous avons juste agi au niveau santé, sécurité au travail en rédigeant une très bonne politique santé-sécurité adaptée aux réalités de l'entreprise et avec la mise en place d'un document. Donc, cela fait 1 an, 3 mois qu'ils sont sous cette démarche. Et donc, les résultats, c'est quoi? L'augmentation de la clientèle. Tout simplement parce qu'il y a eu changement au niveau du management. Les salariés se sont sentis beaucoup plus considérés, leurs droits sont respectés et les clients se sont dit pourquoi ne pas s'approvisionner dans une entreprise qui respecte les droits humains. Donc, à chaque fois, quand j'ai envie de parler d'exemple, je prends l'exemple de cette entreprise qui, à travers de simples actions RSE, a réussi à augmenter sa clientèle. Donc, pour ne pas être trop long, voici les 2 situations que je souhaiterais partager et le reste avec les échanges, je pourrais encore aller plus loin, puisque mon temps de parole n'est que 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diakité. Nous allons donc passer rapidement à l'intervention de Mme Berthé-Mignon. Donc, c'est à vous, Mme Berthé. Madame Berthé, Viviane? Oui, on est là. C'est OK pour tout le monde ou pas? Oui, c'est OK. On n'entend pas? Oui, ça se passe bien. Super. Donc, ce que je fais, si tu veux bien, je vais
Je vais le Là, vous faire. n'êtes pas mangé avec les autres. Attendez, je la fais même moi, je ne sais pas. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, le réfectoire est où? Restaurant. C'est au 8e. Restaurant. Monsieur député, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Merci beaucoup. Donc, je vais écran. Je vais mettre ça. Excusez-nous. C'est OK. Donc, Madame Mignon, je vous remercie. Votre engagement dans la promotion et dans la mise en œuvre de pratiques RSE. Oui. Selon vous, donc en ce jour, nous souhaiterions que vous nous parliez un peu de l'application de la RSE au Mali, donc en tant qu'actrice dans l'environnement malien. Comment la RSE est-elle appliquée au Mali? Donc, excusez-nous pour Madame Bengali, Madame Bengali Berté Mignon. Actuellement, elle est en pèlerinage. Elle présente toutes ses excuses à tous les participants. Donc, nous avons fait un pré-enregistrement que nous allons tous suivre. Et voilà, vous nous donnerez après, on passera après aux questions-réponses. Voilà, merci. On est là, c'est bon, tu peux, je pense que tu peux partager ton écran avec la vidéo. Jusque-là, nous n'avons rien. OK. Spécifiquement par les entreprises, notamment du point de vue des questions centrales, une relative à la gouvernance et de la question centrale 7 relative au... Je vous remercie, Ornella, Madame la modératrice. Ces questions sont très pertinentes, surtout en l'état actuel de la situation socio-économique au Mali. Nous, en tant que consultantes, accompagnateurs et puis acteurs de la RSE, parce que nous sommes les premiers acteurs qui ont accompagné les entreprises, voire les organisations dans l'implémentation de leur politique. En tant qu'acteurs, on se dit aujourd'hui, nous avons fait une très forte avancée, mais jusque-là, nos objectifs ne sont pas atteints. Ça, c'est le premier constat. C'est-à-dire que les entreprises commencent progressivement à s'intéresser au concept RSE, commencent à comprendre que la RSE, c'est un levier de croissance, voire de performance de l'entreprise, et que c'est le seul moyen aujourd'hui de se développer. Je m'explique. Alors, c'est une volonté stratégique du top management de l'entreprise. C'est en cela que la gouvernance, la question centrale 1 entre en jeu, parce que sans volonté stratégique de la gouvernance, du head management, on ne peut rien faire. Alors, ce top management a besoin de renforcer ses capacités et son leadership aussi, tant au niveau de la transparence que de la cohésion sociale, et en passant par la vision globale de l'entreprise à transmettre à tous les acteurs ou les parties prenantes de la société. Donc, cette démarche commence à prendre fruit et à être ce n'est pas une obligation, mais une obligation voilée
pour les entreprises qui sont aujourd'hui contraintes par les refinancements, par les bailleurs, les partenaires qu'ils ont, à être dans cette dynamique. Donc, la gouvernance est fondamentale dans tout processus RSE. La gouvernance est au cœur de cette question centrale et c'est à travers la gouvernance qu'on déploie les autres questions. Donc, aujourd'hui, l'Africain étant tel qu'il est, la pratique a montré que le rechignement des entreprises ou des décideurs à aller vers la RSE, le problème se situe d'abord au niveau de la gouvernance, en fait. Parce que qui dit RSE dit une bonne gouvernance. Et une bonne gouvernance veut dire la transparence, la loyauté des pratiques, et tout ce que l'entreprise fait doit être visible et justifié. Et nous connaissons nos entreprises africaines. Nous avons tendance à en faire son chassé-gardé, son patrimoine, surtout si c'est des entreprises privées. Nous avons des difficultés à leur faire comprendre que on peut créer une entreprise, mais l'entreprise est pour la postérité. Ce n'est pas pour soi. Une entreprise croissante dans la durabilité n'est que le fruit du labeur de ceux qui ont eu l'idée, ceux qui ont été les promoteurs de cette entreprise. Et par ailleurs, nous commençons à leur faire comprendre aussi qu'ils font de la RSE peut-être sans savoir qu'ils font de la RSE. Ils sont dans cette dynamique sans y être forcés et sans obligation aucune. Parce que nous, on a trouvé la solution, c'est de leur faire comprendre que l'Afrique culturellement a adopté la RSE bien avant que ce concept ne voit le jour en Occident, voire dans les autres pays, dans les autres continents. À travers la charte de Kurukan-Fuka, on arrive maintenant à faire percevoir la RSE de notre regard. Parce que nous avons une charte ici, pour certains qui ne le savent pas, c'est la charte du Mandé ou charte de Kurukan-Fuka. C'est une charte qui a été écrite en 1236, au XIIIe siècle, bien avant tout ce qu'on peut imaginer comme début de ce concept, même si on part au XVIIe siècle aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec le XIIIe siècle. Donc, on leur fait comprendre qu'une charte qui avait été écrite, qui a été codifiée, qui a géré l'organisation de la cité pendant des siècles, ne peut pas être fortuite. Donc, on peut s'en inspirer, on peut la remettre, comme on le dit, en selle et voir comment on peut l'appliquer aux différentes organisations. En parlant de la charte, elle contient 44 articles, mais ces articles parlent non seulement de l'environnement, de la question de genre. On demande à ce qu'on associe les femmes au gouvernement, à la prise de décision par les dirigeants. On parle des feux de brousse, comment il faut s'y prendre. On parle de la gestion de la biodiversité. Autant de questions qui sont nos préoccupations actuelles qui avaient été traitées depuis le XIIIe siècle par l'Africain. Et là, ça suscite vraiment l'intérêt. Ceux à qui on discute, avec qui on discute et qu'on essaie de les amener à la juste cause de la RSE, parce que pour beaucoup d'Africains, c'est un concept venu d'ailleurs, importé. Et souvent, on nous dit, ils veulent nous faire encore avaler ça. Nous, on ne veut pas, surtout à un moment où l'Africain veut vraiment s'affirmer, l'Africain veut vraiment montrer au monde entier qu'ils sont souverains et qui sont indépendants. Donc, voilà un peu comment on s'y prend et voilà un peu comment on fait en sorte que la gouvernance soit au cœur de tout processus RSE. Et sans cela, c'est un projet voué à l'échec et ça ne marchera pas. Merci infiniment. Et qu'en est-il vraiment de la mise en œuvre de la question 7 avec les entreprises que vous accompagnez? Quels sont les cas pratiques? Voilà. Est-ce que cette question 7, elle est mise en œuvre? Quelles sont les forces, voilà, des forces, et quels sont les points à amender?
La question 7, c'est une des questions fondamentales à mon avis, hein, parce que je trouve qu'on la gère plutôt de manière avec du greenwashing. La question 7 surtout, c'est la prise en compte de la communauté et du développement local. Pour certaines entreprises que nous accompagnons déjà, hein, la question 7 n'est ni plus ni moins que faire un peu de philanthropie. C'est voir un peu quelles sont les actions qu'on peut faire, des dons par-ci, des dons par-là, sans pour autant que ça soit structuré, sans pour autant tenir compte de la participation de la partie prenante la plus importante de la question 7, ça c'est les représentants locaux. Les représentants locaux, je parle des maires, je parle de peut-être les députés, je parle de tout ce qui représente la communauté locale. Généralement, on traite la question 7 sans les y avoir associés. Et je leur dis toujours, c'est une très, très grave erreur parce qu'on ne peut pas savoir ce que une personne veut sans lui poser la question. Moi, je ne peux pas savoir ce que vous voulez sans être vous. Et c'est assez compliqué. Donc, il faudrait vraiment mettre les choses dans leur contexte et voir comment on peut formaliser. Le cas le plus récurrent ici, si je prends l'exemple, c'est les sociétés minières. Les sociétés minières, tout le monde sait, ils ont beaucoup de fonds et à l'implantation, il y a tous ces processus qui sont pris en compte et déjà, si je puis dire, paramétrés à l'avance. Nous avons le fonds de développement communautaire. Il y a le fonds de développement communautaire que, ici au Mali en tout cas, les sociétés minières mettent à disposition. Mais normalement, c'est la mairie qui doit gérer le fonds de développement communautaire dans les villages ou dans les régions où il y a les sites miniers. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme nous, acteurs du développement durable, voire de la RSE, on souhaiterait parce que c'est assez biaisé. Et c'est à l'avantage des sociétés minières qui, après, eux-mêmes prennent en charge la gestion de ce fonds, alors que normalement, c'est la mairie qui doit s'en occuper. Mais le département environnement des structures minières prennent ça en charge et ils font un dispensaire, ils font peut-être un forage par-ci et ils créent un terrain de sport. Ce n'est pas forcément ce que la communauté locale veut. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans des sociétés minières ici au Mali, dans des régions comme Kaï, les sociétés minières, les villages environnants n'ont pas d'électricité. Il n'y a pas de lumière. Et quand il pleut, on ne peut pas accéder au village. Ça, c'est le minimum requis. Moi, je trouve, quand on vit en communauté, côte à côte, le minimum qu'on puisse faire. Alors que de l'autre côté, à 200-300 mètres, les sites miniers sont tellement bien construits et on n'était même pas la climatisation. On n'a pas besoin de fermer le robinet parce qu'ils en ont suffisamment et on en abuse. Donc ça, c'est ce dysfonctionnement dans la gestion de ces fonds qui nous interpelle, nous, ici, les acteurs maliens. Ça nous interpelle au plus haut point parce que nous n'avons pas l'appui institutionnel politique que nous avons. Parce que ça dépend de ça. Parce qu'il y a deux fonds. Il y a le fonds de développement communautaire qui est géré aujourd'hui par la plupart des départements environnementaux. Mais il y a un autre fonds qu'on appelle la patente qui est versé directement sur le compte du Trésor public, mais dédié au développement communautaire. Mais pour débloquer ce fonds, c'est toute une gymnastique. Il faut un minimum. Si vous dépassez, par exemple, 20 millions pour un projet, il faut passer par le préfet, il faut passer ensuite par le gouvernorat, il faut passer ensuite par un système de contrôle pour pouvoir débloquer ces fonds. Et du coup, le processus étant long, c'est l'État qui en bénéficie parce que le fonds est au Trésor public et l'État redéploie ça autrement. Donc, c'est les procédures de décaissement et de viabilisation de la communauté locale qui nous interpellent. Heureusement, nous avons des bonnes pratiques aussi. Ça, c'est au niveau de certaines banques, établissements financiers que nous-mêmes, on accompagne, qui font de telle manière que
la communauté locale puisse bénéficier, mais à travers un programme qu'ils ont mis en place. Mais malheureusement, nous ne sommes pas arrivés au bout de ce que nous souhaitons. La mairie, qui est la circonscription, l'autorité légitime qui doit aussi être impliquée à fond dans le processus, ne l'est pas comme il se doit. Parce qu'ils ont peur aussi. Ils ont peur, les sociétés et entreprises qui sont dans ces différentes communes ont peur que les mairies, les maires et leurs adjoints ne pensent qu'ils sont là uniquement pour financer leurs projets. Donc, ils les traitent au cas par cas. Quand les projets arrivent, ils voient ce qui les intéresse, ils les traitent. Par exemple, je sais que la banque, la BNDA, que nous, on accompagne depuis 7 ans déjà, a une très forte implication au niveau de l'hôpital qui est dans sa commune, qui s'occupe des opérations à cœur ouvert. Donc, on fait venir périodiquement des spécialistes du cœur pour prendre en charge les opérations chirurgicales des enfants. Ils contribuent beaucoup à cela. Donc, il y a des réhabilitations aussi qu'ils font tout autour de la zone. Ils font les réhabilitations, ils font les voies, ils font pas mal d'actions. En tout cas, ça, c'est à leur honneur, mais c'est déjà programmé par les différents acteurs, nous y compris. C'est déjà programmé et généralement, ça se passe très bien. Bon, il y a des entreprises pour lesquelles que nous accompagnons aussi, mais qui n'ont qui prennent en compte tout ce qui est question centrale RSE, mais au fond, et les moins bien lotis, on ne parle pas de la question relations et conditions de travail, c'est les employés. Donc, après, peut-être lors de notre webinaire, on en parlera, on reviendra là-dessus, si on en a déjà parlé. Mais ce sont ces quelques aspects que je voulais faire ressortir. S'il y a d'autres questions, je vais y répondre avec plaisir. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a un cadre légal en matière de RSE au Mali? Non, malheureusement, non. Mais nous commençons à avoir de l'espoir. Pourquoi? Parce que notre cabinet avait déjà élaboré la charte RSE qui devait être validée par le secteur privé, le Conseil national du patronat du Mali. Mais nous, malheureusement, ça fait 2 ans aussi que nous sommes en crise. Le patronat est en crise. C'est maintenant qu'on a trouvé la solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'Agence de l'environnement et du développement durable que tous les pays ont. C'est l'agence qui s'occupe de toutes ces questions et généralement, on travaille vraiment en synergie. Nous venons de faire valider la stratégie d'engagement du secteur privé face au changement climatique. Et c'est un grand pas, parce que là, on n'avait aucun texte légal et réglementaire qui régissait. Même le Code des investissements du Mali ne parle pas de la RSE. Quand on veut faire venir les investisseurs, on ne parle pas de la RSE. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point nous sommes dans l'informel. Et comme les entreprises sont obligées en ce moment d'aller vers cette dynamique, parce que non seulement les partenaires, les investisseurs, tous ceux avec qui ils travaillent de près ou de loin en font une exigence. Donc, c'est maintenant que l'Agence de développement durable, de l'environnement et du développement durable commence à travailler vraiment en étroite collaboration avec nous pour faire adopter un certain nombre de textes. Je crois que dans les mois et dans l'année en cours, nous allons vraiment avancer parce que nous sommes sur beaucoup de projets là-dessus. Mais tout ce qui nous sollicite, c'est à titre privé parce qu'ils sont contraints de par leur partenariat ou investisseurs. Nous comprenons mieux. Et comme ça, si vous pouviez nous donner un pourcentage, selon vous, à quelle hauteur, à quel pourcentage pourrait-on dire il existe tant d'entreprises, ou bien tant de pourcents d'entreprises au Mali qui vraiment mettent en œuvre la RSE, pour voir un peu le niveau d'implémentation?
C'est une question très difficile, c'est à la phase embryonnaire. Hein. Je ne peux pas dépasser 5 à 10%, parce que toutes les entreprises qui sont en groupe ou en réseau font de la RSE, mais c'est une RSE qui, comme on le sait, est vraiment maquillée. Nous, on accompagne un certain nombre d'entreprises, mais à 100% privées, qui nous sollicitent pour les accompagner. Mais surtout, je peux dire que les banques et établissements financiers, quand même, sont dans la dynamique à hauteur de 70-75%. Là, vraiment, ça devient pratiquement une obligation parce que BAL 2 et 3 aussi, dans sa révision, va prendre en compte les risques sur le changement climatique. Donc, eux, c'est une dynamique vraiment qui s'accélère et qui fait en sorte que, en tout cas, nous, au cabinet, on ne sommes pas pour le moment parce que au moins, eux, ils sont vraiment dans la course. En tout cas, Madame Mignon, nous sommes vraiment, vraiment très satisfaits de toutes ces informations que vous nous avez partagées par rapport Voilà, voilà un peu cet échange que nous avons eu avec Madame Mignon Bengali Berté au sujet de la RSE au Mali. Donc, elle nous a donné voilà, une vue globale de ce qui se passe au Mali. N'étant pas présente, on va recueillir quand même, si vous avez des questions à son endroit, recueillir toutes vos questions que vous auriez mis dans la chat box et par mail, elle répondra à ces questions au cas par cas. Et donc, nous allons passer directement à Monsieur Diakité avec une question, notamment, Monsieur Diakité, merci vraiment pour votre présentation. Il y a une question pour vous. La question est de savoir, est-ce qu'en Guinée-Conakry, il existe un cadre légal incitatif, voilà, qui pourrait, voilà, amener les entreprises à mettre en place une démarche RSE, bien au-delà des lois sur l'environnement. Est-ce qu'il existe des lois, par exemple, sur le développement durable, une loi sur la RSE, ou bien l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, merci beaucoup. Alors, on est là. Je pense que M. Diakité s'est déconnecté. Ah non, il est revenu, ça y est, c'est bon. Mais il me semble qu'il a eu le temps d'entendre ta question. M. Diakité? Oui. Donc, nous avons une question. Oui, vous nous entendez? Oui, je vous reçois. Donc, nous avons une question de savoir, est-ce qu'il existe un cadre législatif incitatif en matière de RSE, développement durable, en Guinée-Conakry? Effectivement, il y a un cadre qui existe, qui est en phase de vulgarisation, mais en fait, c'est quelque chose qui n'était pas très bien appliqué. Comme la dame a expliqué, beaucoup d'entreprises le font de façon massive. C'est-à-dire, ils concentrent la RSE juste sur les fonds réversés au niveau des communes. C'est-à-dire, quand vous vous implantez en République de Guinée, il y a des textes législatifs qui vous exigent de réverser des fonds au niveau de la commune. Ces fonds seront utilisés soit pour des constructions, soit pour des routes, ou bien pour l'électrification de certaines zones reculées. Et également, tout se passe aujourd'hui, les institutions sont devenues beaucoup plus pro-regardantes. Avant, ça n'existait pas. Les entreprises étaient libres de faire voilà, leur propre démarche, mais actuellement, il y a l'autorité de régulation, surtout avec l'arrivée des nouveaux autorités du pays. Actuellement, il y a une réglementation qui commence à prendre forme, puisque beaucoup d'entreprises se sentent concernées et
cherchent à avoir soit des consultants ou à être en partenariat avec un cabinet qui va leur permettre d'appliquer leur démarche RSE. Mais c'est beaucoup plus pratique au niveau des entreprises minières, car dans l'exécution du contrat minier, c'est obligatoire la reconstruction des routes, le désenclavement des communautés, mais également l'électrification des zones. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfaitement, parfaitement. Merci beaucoup, Monsieur Diakité. Donc, nous arrivons, chers participants, à la fin de cette riche table ronde, donc autour de l'application de la RSE au Maroc de manière globale, donc au niveau de Société Générale Maroc, au niveau de la Guinée-Conakry avec M. Diakité, au niveau national, comment la RSE est appliquée, mais également au Mali avec Madame Berthet qui nous a expliqué, nous a présenté de façon globale l'environnement de l'application de la RSE au Mali et également avec Monsieur Dello qui nous a expliqué également la mise en place de la RSE au Congo-Brazzaville ainsi que notamment au sein de son entreprise MTN Congo. Et donc, merci infiniment à tous nos participants d'avoir répondu présent et d'être restés jusqu'à la fin. Donc, nous espérons vraiment, quand nous voyons un peu de façon globale les présentations de tous nos intervenants, nous voyons que vraiment la dynamique, la RSE est une démarche, voilà, est une démarche très en vogue et les entreprises sont vraiment très engagées à la mettre en œuvre. Le cadre légal, il est embryonnaire, il est naissant, hormis au Maroc, où vraiment certaines bases de chartes, de labels, de lois sur le développement durable, en tout cas certains outils qui sont déjà mis en place. Donc, pour les autres pays, notamment au Mali, en Guinée, au Congo, il y a certaines lois existantes, mais le processus est en cours pour vraiment étoffer ces cadres législatifs pour plus et mieux inciter les entreprises à mettre en œuvre la RSE, donc globalement le développement durable. Comme vous savez, la RSE, c'est l'application, la contribution des entreprises au développement durable. Et donc, merci infiniment pour votre présence et Viviane, la parole est à toi. Alors, merci, on est là. Alors, il y a 2 contributions qui viennent, je pense, du Congo. Dans nos États, les initiatives RSE naviguent le plus souvent entre les différentes approches citées par Madame Arquette de la Société Générale Maroc, avec une prédominance de la philanthropie. Elle consiste en la réalisation de grands projets, mais appelés dans construction des hôpitaux, des écoles, des stades. Voilà, donc merci aux intervenants aux participants qui ont apporté leur pierre à l'édifice à cette table ronde. Notre collaboratrice mettra dans le chat un sondage. Voilà, ça entre dans le processus de l'organisation de cette table ronde et qui nous permettra justement d'avoir une idée assez générale des différents participants par rapport à leur niveau, en fait, par rapport à leur propre expérience en termes de mise en œuvre et quelles sont réellement les attentes. Voilà, donc merci, on est là. Merci aux intervenants pour vos riches partages. Je pense que, voilà, je vais peut-être mettre quand même ma caméra pour qu'on voit un petit peu. Donc, voilà, merci à tout le monde et je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver lors d'une prochaine session, notamment à partir de septembre, de nouvelles sessions de formation vont débuter. Je vous invite donc à nous rejoindre sur Link ou sur Facebook pour être tenus informés et voilà. Pareil, à l'issue de ce cycle de formation, une table ronde sera organisée autour de la thématique principale. Merci beaucoup à tout le monde. Nous espérons que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci, on est là. Au revoir tout le monde.
Au revoir, Merci. Viviane. Merci à tous. Merci, au revoir.